L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Après le double attentat au Niger, le président Mahamadou Issoufou pointe du doigt la piste libyenne. Une donnée qui ne semble en rien étonner le président tchadien Idriss Déby. Pour lui, la Libye est en train de devenir un sanctuaire des islamistes. Vous l'entendrez dans ce journal. Direction l'Éthiopie avec l'ouverture hier de la 22e session des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le président sénégalais Macky Sall a fait le bilan des activités menées. Il a également demandé à ses pairs de poursuivre l'exploration d'autres formes de financement. Et puis les conséquences de la guerre en Syrie. 2 roquettes sont tombées ce dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Cette-il visé le Hezbollah? Une réaction sans doute aux récents propos de Hassan Nasrallah qui promet la victoire en Syrie. Bienvenue sur Africable Télévision et merci de nous accueillir chez vous. Célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine. On en parlait dans nos précédentes éditions. 50 ans après sa naissance, l'organisation panafricaine a encore du plomb dans l'aile. Certes, du chemin a été parcouru, mais il reste encore de nombreux défis à relever sur le continent. Les 54 chefs d'État et de gouvernement peinent à faire de l'Afrique un continent uni. 25 mai 1963. L'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié reçoit une trentaine de dirigeants de pays africains indépendants. Ils créent ensemble l'OUA. L'idéal de cette nouvelle organisation, le panafricanisme, son ciment, la lutte contre le colonialisme et l'apartheid. Mais les pères fondateurs de l'OUA font de la non-ingérence l'un de ses principes clés. Un principe qui fera de l'organisation une structure sans réel pouvoir, perçue comme un club de chefs d'État, voire d'autocrates impuissants à résoudre les conflits du continent. C'est le colonel Kadhafi qui poussera à la mue de l'OUA en UA, qui se concrétise en 2002. La nouvelle mouture de l'organisation panafricaine se dote d'institutions et de mécanismes plus ambitieux. En passant de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, le saut qualitatif escompté doit nous conduire à une Afrique des peuples qui revendiquent et prennent possession de leurs institutions et de leur processus de développement. Sur le plan politique, l'UA se montre ferme en matière de coup d'État. Elle est allée jusqu'à exclure plusieurs de ses membres pour ce motif. Mais elle reste beaucoup plus timide vis-à-vis des régimes africains qui violent les droits de l'homme. Elle s'est d'ailleurs largement discréditée par son silence lors des printemps arabes. Sur la gestion des conflits qui ensanglantent le continent, le bilan est aussi mitigé. L'UA s'est dotée en 2004 d'un conseil de paix et de sécurité. Un instrument capable d'envoyer une mission de paix dans un pays en guerre. Avec à la clé certains succès, comme l'AMISOM, la force qu'elle a déployée en 2007 pour chasser les Chebabs de Somalie. Mais de tels exemples sont rares. L'incapacité de l'Union africaine à intervenir dans la crise malienne l'a encore récemment prouvé. Éthiopie toujours en marge des travaux du 50e anniversaire de l'UA. Ouverture hier de la 22e session des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le président sénégalais Macky Sall a fait le bilan des activités menées depuis son élection par ses pairs. Il a fait état des limites de l'aide publique. Il a également demandé à ses pairs de poursuivre l'exploration d'autres formes de financement. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique est le projet que les responsables africains ont adopté comme cadre stratégique pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement sur l'ensemble du continent africain. Les priorités visées par le NEPAD sont entre autres créer des conditions propices au développement durable, adopter des mesures de réforme et promouvoir les investissements dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et intensifier les échanges entre pays africains et améliorer l'accès de leurs produits d'exportation au marché des pays développés.
Dans le cadre du financement des grands projets du NEPAD, le président Macky Sall dira que l'aide du public au développement a atteint ses limites, d'où la nécessité de chercher d'autres sources de financement. Dans le contexte de crise économique et financière que traverse le monde, la mobilisation des ressources à l'appui des projets du NEPAD reste un objectif à atteindre. À l'épreuve des faits, l'aide publique au développement a fini de montrer ses limites. Il nous faut par conséquent poursuivre résolument l'exploration d'autres formes de financement, y compris par des ressources internes. Nous devons opérer des choix plus innovants et plus audacieux au regard des énormes potentialités humaines et naturelles de notre continent d'une part et des nouvelles opportunités de financement qui s'offrent à nous d'autre part. Le président de la République, par ailleurs président du comité d'orientation du NEPAD, a dit tout son souhait de voir une Afrique unie, apaisée et prospère pour le bonheur de la population africaine. Retour à présent sur les 2 attentats suicides qui ont frappé jeudi le nord du Niger. Des attentats revendiqués par le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar ainsi que le groupe islamiste Moujaou. Ces attaques qui ont visé 2 sites ont fait des dizaines de morts. L'endroit où l'explosion a eu lieu était un endroit stratégique. Par ailleurs, la population nigérienne condamne ces attaques meurtrières et dénonce l'inefficacité de la sécurité dans cette région. Écoutons à présent quelques réactions. Pour construire une paix, il fallait beaucoup de sacrifices, il fallait beaucoup d'efforts. Si aujourd'hui les forces de défense et de sécurité sont touchées, c'est dommage, mais nous pensons que si les autorités nigériennes essaient de revoir et de restructurer l'armée, il n'y aurait pas de défaillance, il n'y aurait pas de surprises et il n'y aurait pas de dégâts. Ces attentats prouvent une fois de plus que malgré tous les discours politiques des autorités nigériennes sur la sécurité, c'est que le pays n'est pas en sécurité. Où sont ces forces françaises qui, on sait, sont vraiment calés en matière de sécurité? Où sont les services de renseignement français? Il ne sert à rien que les gens continuent à occuper nos sites pour dire qu'ils sécurisent le pays pendant qu'ils ne sécurisent personne. Nous devrons tous participer à une prise de position pour la sécurité, car ce qui s'est passé à Agadez peut se passer ici à Niamey. Les terroristes, en décidant de s'attaquer à nos frères d'Agadez, n'est-ce pas? Ils s'attaquent directement à tous les musulmans, non pas ceux de Niger, mais d'où qu'ils soient dans le monde, sont attaqués. Donc, nous devons faire taire les armes. Nous devons cultiver l'esprit de paix. Toujours à propos de ces attentats, selon le président nigérien Mahamadou Issoufou, les assaillants venaient du sud libyen. Une donnée qui ne semble en rien étonner le président tchadien Idriss Déby. Pour lui, la Libye est en train de devenir un sanctuaire des islamistes. Je vous propose de l'écouter. Nous faisons partie de du Sahel. Nous sommes directement un pays voisin de la Libye, qui aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas le nier, devient un peu le foyer de toutes les tensions, de toutes les activités du terrorisme. Donc nous avons une longue frontière avec ce pays. Aucun pays de la sous-région, dont le Tchad, n'est épargné de cela. D'une tension à une autre, voilà plus d'une semaine que l'armée nigériane a lancé une vaste offensive contre Boko Haram. Depuis, les informations tombent rarement et les images quasi inexistantes. Autre difficulté, les lignes téléphoniques coupées. Il semble que les combats se concentrent pour le moment autour de la ville de Maïdougouri. L'offensive anti-Boko Haram est en cours depuis 10 jours au Nigeria. Et Washington a tenu à exprimer son soutien clair à l'initiative du président Goodluck Jonathan, tout en appelant les militaires nigérians à la retenue. Nous défendons totalement le droit du gouvernement nigérian à se défendre et à combattre des terroristes.
Ceci dit, j'ai soulevé la question des droits de l'homme avec le ministre nigérian des Affaires étrangères. Nous avons discuté sans détour. Il est essentiel que l'armée nigériane se comporte de la meilleure manière et qu'elle ne commette pas elle-même d'atrocités ou de violations des droits de l'homme. C'est crucial. Les États-Unis, mais aussi de nombreuses ONG sont inquiets. Le Nigeria a été accusé à maintes reprises de graves violations des droits de l'homme dans sa lutte contre Boko Haram. Le pouvoir a décrété l'état d'urgence dans 3 régions du nord-est pour y reconquérir certaines zones tombées aux mains des insurgés, notamment autour de Maïdougouri, berceau historique de Boko Haram. Mais les informations du terrain sont parcellaires, d'autant que le réseau de téléphonie mobile a été coupé. Lors de notre dernière intervention, je peux vous confirmer que nos troupes ont pu investir tous les camps de base des insurgés et d'après ce que nous avons vu, les opérations ont été menées de façon professionnelle. Lors de cette offensive également, l'armée nigériane a réussi à libérer ses femmes et ses enfants. Ils avaient été capturés par Boko Haram en représailles car plusieurs épouses et enfants de membres du groupe islamiste sont retenus prisonniers par les autorités nigérianes. En signe d'apaisement, le gouvernement a promis de les libérer, sans préciser dans quel délai. Il a aussi offert l'amnistie aux insurgés qui se rendraient, une proposition rejetée par le chef du groupe. Je l'annonçais en titre, 2 roquettes sont tombées ce dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth. Ces tirs visaient le Hezbollah qui a ses quartiers dans le sud de la capitale libanaise. Une réaction sans doute aux récents propos de Hassan Nasrallah. Il a promis la victoire en Syrie des forces gouvernementales, un soutien insupportable pour l'opposition syrienne. 2 roquettes en plein cœur de Beyrouth. La première est tombée sur un immeuble d'habitation, l'autre a touché le parc d'un vendeur de voitures. Les 2 impacts ont eu lieu en plein cœur de la banlieue sud, le fief du Hezbollah. Il pourrait s'agir d'une réponse au chef du mouvement chiite libanais, Hassan Nasrallah, qui a promis samedi soir à ses partisans la victoire dans la guerre en Syrie, où son mouvement combat les rebelles aux côtés de l'armée syrienne. Mais pour l'instant, les tirs n'ont pas été revendiqués. L'objectif de tout ça, c'est le vandalisme afin de créer une atmosphère de confusion. Nous ne pouvons accuser personne, mais vous savez que nous vivons dans une ambiance tendue. Nombreux sont ceux qui veulent créer des troubles. Nous espérons que les événements en Syrie ne vont pas déborder au Liban et que chacun saura se montrer plus avisé, car le Liban ne pourrait pas résister. Mais le conflit a déjà passé les frontières. Ces scènes de guerre ont lieu à Tripoli, dans le nord du Liban. Les combats font rage entre partisans et opposants au président syrien Bachar al-Assad sur fond de conflits communautaires. À seulement quelques kilomètres de là, en Syrie, la ville stratégique de Khousseir, bastion des rebelles, menace de retomber aux mains du régime qui y mène depuis une semaine une offensive avec les combattants du Hezbollah à ses côtés. Sur un tout autre plan, le Gabon participait à la conférence internationale sur les forêts. La sécurité alimentaire des forêts, c'est le thème retenu par la FAO à Rome en Italie. L'objectif de la rencontre est d'amener les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé à garantir et à renforcer la protection des forêts et des systèmes forestiers. Les forêts font vivre des millions de personnes dans le monde, soit directement par la consommation et la vente des aliments qui y sont récoltés, soit indirectement grâce aux emplois, aux revenus liés aux forêts, aux écosystèmes forestiers et à la biodiversité des forêts. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Rome en Italie la conférence internationale sur les forêts pour la sécurité alimentaire et la nutrition, avec comme objectif d'amener les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé à garantir et renforcer la contribution des forêts, des systèmes forestiers et agroforestiers. Présent à cette conférence internationale, le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, a fait mention de la politique du président de la République dans son pilier Gabon vert. Au Gabon, le lien entre les forêts et la sécurité alimentaire a déjà été pris en compte dans les stratégies de développement durable par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État.
Cette prise en compte se traduit par le pilier Gabon vert de la politique de l'émergence contenue dans le plan stratégique Gabon émergent pour la période 2011-2016. Les forêts naturelles sont essentielles à la survie des habitants des forêts, y compris de nombreuses populations autochtones. Le projet sur la gestion de la filière viande de brousse qui vient de démarrer avec le concours financier du Fonds pour l'environnement mondial permettra d'aborder les questions cruciales de la consommation de la viande de brousse très prisée et source de protéines animales pour nos populations rurales et urbaines. Les participants ont également invité le Fonds mondial pour l'alimentation à diffuser les recommandations issues de la conférence lors des prochaines sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Comité des forêts, ainsi qu'à l'occasion de la deuxième conférence sur la nutrition qui se tiendra au siège de la FAO à Rome du 19 au 21 novembre 2014. Actualité au Sénégal avant de refermer cette édition. Le gouvernement sénégalais a tenu un conseil interministériel sur la reconstitution du capital sémencier. La rencontre a permis de faire le point sur la politique agricole, la nécessité de revoir les orientations de cette politique. De 2000 à 2012, 400 milliards de francs CFA ont servi à subventionner l'agriculture. Pourtant, le constat est que la politique agricole est un échec, la production n'étant pas supérieure à celle d'avant 2000. Le président Macky Sall, constatant cet échec, n'a pas souhaité arrêter la subvention, mais la réorienter de façon efficace vers des semences certifiées. On va donc, sur les instructions de Monsieur le Président de la République, continuer à soutenir l'agriculture. Il ne s'agit pas pour l'État de se retirer, mais de donner de l'efficacité, de l'efficience à la dépense publique orientée vers l'agriculture. Au lieu de subventionner des graines qui ne sont pas de vraies semences, on va désormais subventionner des semences qui garantissent une production de qualité, aussi bien au niveau de la qualité de la graine qu'au niveau des productions. Le gouvernement va consacrer quelques 8 milliards de francs CFA à subventionner les graines sélectionnées. Ainsi, d'autres mesures vont-elles être prises, entre autres le renforcement de l'ISRA, l'élargissement de la production de la pré-base. Cette logique d'élargissement également, parce qu'on veut le maximum de semences certifiées, va concerner également les producteurs, donc les opérateurs semenciers qui sont investis dans la production de semences. Nous avons pris également la décision de passer à une contractualisation entre l'État et les producteurs. L'État sera accompagné dans ces nouvelles options par la FAO. Entre autres objectifs, reconstituer d'ici à 2015 le capital semencier de l'arachide en mettant les bouchées doubles. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.